Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer. Il y a peut-être encore quelques personnes qui vont nous rejoindre, mais il faut bien démarrer. Donc, il est 20h37. Donc on va lancer la conférence. Donc, bienvenue à Océanopolis, Centre national de culture scientifique dédié à l'océan, pour cette dernière conférence de l'année, où nous allons partir à la rencontre du narval. Et pour nous accompagner dans cette découverte, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dubreuil, explorateur, et Olivier Adam, acousticien. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Bonsoir. Merci à Océanopolis pour l'invitation. Merci à vous d'être venus. Je vais vous avouer tout de suite un truc comme ça, on va enlever la difficulté directe. J'ai jamais vu de narval. Voilà, j'ai jamais vu de narval de ma vie entière. Mais ça n'empêche pas de travailler dessus, parce que de toute façon, quand j'ai commencé à faire une thèse sur les baleines bleues, j'en ai jamais vu. Et c'est grâce à Nico que j'en ai vu l'année dernière, je crois. Voilà. Donc en fait, on peut quand même travailler. Moi, je suis parisien, donc il y a moins de narval à Paris qu'ailleurs. Mais on peut quand même travailler sur des espèces parce qu'on a des données qui nous sont remontées et qu'on partage. Et après, on peut se poser des questions scientifiques. Et là, une des questions qu'on se pose sur le narval, mis à part le fait qu'il a probablement une communication qui peut être super intéressante, mis à part le fait qu'il a des habitats qui sont super intéressants et notamment mis en danger par le réchauffement climatique en l'occurrence, il y a aussi une question qui revient en non-stop si vous faites des recherches sur Google, c'est cette dent, en fait, la dent, cette fameuse dent externe, à quoi elle sert, quoi. Et quand on est biologiste, alors moi je ne suis pas biologiste, donc je vais parler à leur place, parce que comme ça je simplifie un petit peu leur pensée, c'est d'essayer de mettre une raison sur quelque chose, voilà, du corps, en fait, si ça n'a pas disparu ou si ça n'a pas été avec l'évolution déformé, et ben, ça veut dire qu'il y a forcément un rôle. Et donc la question c'est à quoi ça sert. Et finalement, pour aller plus loin dans la question, c'est est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir une corne, d'avoir une dent extérieure quand on les voit comme ça, quoi. Donc ça, vous avez une demi-heure pour y répondre, ça sera ma question finale. Alors pour me présenter, moi je suis plutôt traitement du signal, plutôt acousticien, plutôt sciences de l'ingénieur, donc assez éloigné finalement de la biologie. Et je vais commencer par m'intéresser aux sons, aux émissions sonores des cétacés, en particulier pour les suivre, parce que effectivement les cétacés sont très mobiles dans les océans. Et un des points qui permet de les détecter, de détecter leur présence et puis éventuellement de reconstituer leur trajectoire, c'est en passant par leur émission sonore, puisqu'ils sont extrêmement, ils utilisent le son assez souvent, et donc il est possible de pouvoir les détecter. Et puis bon, voilà, je m'intéresse aux baleines à bosse, cachalots, orques, et puis surtout des paysages sonores. On pourra y revenir en fin de présentation. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans vos connaissances sur les cétacés. Disons qu'il y a 93 espèces de cétacés qu'on a répertoriées en deux grandes familles, d'accord. Et ces deux grandes familles n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre, d'accord. La première famille, c'est sur les mysticètes. Il y a à peu près une quinzaine d'espèces. Il y a 15 espèces de mysticètes. C'est des grandes baleines, c'est des baleines qui ont des fanons. Et puis les cétacés qui ont des dents, qui sont des odontocètes, comme les dauphins par exemple, les narvals évidemment. Ils sont totalement différents en anatomie, ils sont totalement différents en habitat, totalement différents en régime alimentaire. Voilà, ils ont entre guillemets plus rien à voir ensemble. Et d'ailleurs, on va se focaliser seulement sur les sons. Et vous allez écouter, vous allez bien voir que en fait, ces sons ne sont pas de la même nature. Et c'est normal, ça tombe bien, parce qu'ils n'ont pas le même générateur vocal. Okay, donc pour les mysticètes, donc les grandes baleines, le générateur vocal, il est à l'intérieur. J'ai peut-être même un truc là. Ah oui, voilà, en fait, ça c'est le système respiratoire d'une baleine. Le système respiratoire est déconnecté du système alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, la baleine ne pourra jamais respirer par la bouche et elle ne pourra jamais manger par son évent. L'évent, c'est les narines, en fait. Vous, par exemple, si vous avez envie de boire de Coca-Cola par le nez, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, quoi, ça marche. Bon, pour la baleine, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va avoir les évents. Les évents, en fait, sont clos par défaut. C'est-à-dire, en fait, la baleine, elle a les narines fermées par défaut. Et quand elle veut respirer, elle doit faire l'effort d'ouvrir, en fait, les narines, quoi. Là, on va descendre avec les conduits nasaux qui font à peu près 1,60 m, 1,80 m de long. Donc là, c'est deux pipes en fait, qui descendent dans le corps de la baleine.
On retrouve la trachée, d'accord? C'est exactement comme nous, hein, c'est le même système que nous, c'est-à-dire qu'ils ont une trachée, alors évidemment pas aux mêmes dimensions, voilà, avec l'épiglottis, et puis les poumons, dont le volume des poumons, il est un peu délicat à estimer, mais on peut parler entre 200 et 400 litres d'air, ou peut-être un peu plus. Et puis, connecté à la trachée, il y a une poche d'air, d'accord, une poche d'air qu'on appelle le sac laryngé, en fait, qui est juste connecté ici. Et ce que va faire la baleine, ce sac, en fait, la motivation, le rôle de ce sac, c'est de capter de l'air. Et du coup, la baleine va pouvoir prolonger son apnée, parce que tout va être intérieur. En gros, la baleine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer de l'air dans cette poche, elle va la gonfler, et puis quand elle arrive à la fin de son apnée, elle va réavaler l'air qu'il y avait dans cette poche. Vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Vous prenez un ballon, d'accord, vous prenez une respiration, vous soufflez de l'air dans le ballon, vous faites votre apnée, au bout d'une minute, vous allez claquer, vous soufflez l'air dans le ballon et vous réaspirez l'air dans le ballon, et là, vous pouvez entamer votre deuxième apnée. Après, tu peux faire une troisième fois, une quatrième fois. Bon, à un moment donné, c'est plus possible de le faire. Je ne sais pas combien de temps la baleine le fait, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle peut faire des apnées de 30 minutes. Une baleine à bosse, par exemple, peut faire des apnées d'une trentaine de minutes. Il n'y a pas de concours d'apnée chez les cétacés. Donc on ne sait pas si elle peut aller tellement plus loin, mais en fait, c'est le principe du système. Et là, ce qu'on a fait avec plein de personnes, dont quelques-uns, même des stars qui sont dans la salle, on a découpé des systèmes respiratoires, on a découpé des trachées, et on a regardé comment était attachée en fait cette poche, ce sac laryngé, au niveau de la trachée. Et en fait, il est accroché par deux cartilages qu'on appelle les aryténoïdes. Et ces cartilages, en fait, vont tenir le sac au niveau de la trachée. Et ce que va faire, alors, par défaut, tout est fermé, d'accord? C'est-à-dire tout le système respiratoire est totalement clos, c'est-à-dire qu'en fait, le volume d'air qu'il y a dans les poumons est totalement indépendant du volume d'air qu'il y a dans le sac laryngé. Et quand la baleine va vouloir, comme je dis, prolonger son apnée, elle va ouvrir en fait ces cartilages pour faire circuler l'air des poumons vers le sac laryngé et du sac laryngé vers le poumon. Okay, et là, ce qu'on a noté, c'est que il y a une membrane qui recouvre ces cartilages. Et quand la baleine va, au lieu d'ouvrir très grand, les deux cartilages va les ouvrir un tout petit peu, les membranes vont se mettre à vibrer lorsqu'il va y avoir de l'air qui va passer. Donc je vais vous faire écouter un son de baleine à bosse. Ça donne ça. Ça aurait dû donner ça. Donc il y a plein de... Donc ce sont des vocalisations, il y a plein de choses à dire sur les chants des baleines à bosse, on ne va pas commencer sinon on va finir à 3h du matin, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce sont des vocalisations avec une belle fréquence fondamentale, quelques harmoniques parfois. Voilà, je vais vous faire écouter quand même une baleine boréale, parce que baleine boréale, si vous tapez sur internet jazz baleine boréale, vous allez avoir des super articles, parce que c'est des articles qui ont été publiés je crois en 2019, on va dire, par Kate Stefford, des constructeurs du monde. Donc elle a le même générateur vocal. Alors on est capable d'identifier l'espèce. Vous allez dire qu'ils n'ont pas tout à fait le même son, même si c'est des vocalisations qui se ressemblent, on peut quand même dire que ce n'est pas exactement similaire. Par contre, on n'arrive pas à identifier l'individu, ce qui semble totalement fou, quoi. Mais on a du mal à extraire en fait une signature acoustique individuelle chez les mysticènes. Alors pour les odontocètes, le système n'a rien à voir. D'accord, le générateur vocal n'a rien à voir. En fait, voilà, ici, là, au niveau de l'évent, juste en dessous de l'évent, il y a des membranes qu'on appelle les lèvres phoniques ou le museau de singe. Et en fait, ces membranes vont venir taper l'une contre l'autre. Okay, et c'est ce qui va créer des clics qui sont spécifiques des odontocètes.
Une baleine à bosse, par exemple, va ne jamais émettre de clics. Elle peut faire des sons pulsés, mais ça ne sera jamais des clics au sens dont on sait du terme. Okay. Ensuite, une fois que ces sons... alors, quand les membranes sont légèrement ouvertes, elle peut les faire vibrer aussi. Donc, en fait, elle peut siffler, d'accord, au même titre que quand vous ouvrez un petit peu les paumes des mains, tu peux siffler un petit peu un son, quoi. Et donc, du coup, c'est les deux types de sons qu'elle peut faire. Et après, ce son-là, en fait, va passer à travers une masse graisseuse. Et cette masse graisseuse a pour rôle, en l'occurrence, de diriger en fait le faisceau acoustique, en fait, d'augmenter la directivité et après de diriger le faisceau acoustique au devant ou à droite, à gauche, en haut, en bas, en haut, en bas. Et alors le truc qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en viens là, c'est que l'audition chez les cétacés, c'est exactement la même que nous, d'accord ? Ce sont des mammifères, donc vous retrouvez la cochlée. Alors ils n'ont pas de pavillon externe, parce que quand tu nages, bon, le pavillon externe te ralentit, donc du coup, il n'y a pas de pavillon externe. Mais on retrouve le conduit interne, on retrouve les osselets, on retrouve la cochlée, on retrouve le nerf auditif. On a fait des potentiels évoqués auditifs sur des cétacés, donc on connaît le seuil auditif de différentes espèces. Alors pas beaucoup, d'accord, sur 93 espèces, on en a fait moins d'une dizaine. Alors, quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est les Américains qui ont testé ça sur des cétacés qu'ils ont mis dans les bassins. Une des premières, c'était Léon, c'était une orque dans un laboratoire de la US Navy qui était à Hawaï, où ils lui ont mis des électrodes. Alors là, tu lui dis, ok, bon, tu pars pas avec les électrodes, donc on n'a pas dit que c'était la fin de la manip. On lui envoie du son et on relève l'activité électrique du nerf auditif. Vous pouvez le faire chez vous, chez votre ORL. Si vous prenez un rendez-vous chez votre ORL et qui vous fait un audiogramme, vous dites non, moi je veux un PEA, un potentiel évoqué auditif, et là vous pouvez avoir votre sensibilité directe du nerf auditif. C'est le même système. Et là, le truc qui se passe, c'est que depuis la nuit des temps, on nous explique en fait que pour stimuler la bulle tympanique, en fait, l'onde va passer à travers c'est une conduction osseuse, d'accord. Au même titre que vous, si vous mettez un diapason sur votre crâne et que vous tapez, vous allez entendre le son. Maintenant, il y a des Walkman, alors je sais pas des Walkman, c'est quoi? Je reprends depuis le début. Il y a des quoi? Des MP3, allez. Avec au lieu de vous mettre les écouteurs dans les oreilles, vous les mettez au niveau de l'os et là vous entendez des sons. D'accord, donc ça marche très bien. Et du coup, on s'est dit, alors du coup, si l'os passe par la mâchoire, peut-être que les dents pourraient avoir un rôle et pourquoi pas. Et donc du coup, on est parti sur cette idée-là. Mais avant, je vous fais écouter les sons d'Odontocet. Alors là, c'est un exemple. Donc, Beluga du Canari des mers, c'est des cétacés que vous trouvez Nord-Canada, ou Arctique, on va dire, qui sont souvent en groupe. Il y a un très beau documentaire que vous pouvez regarder sur Disney+, anciennement National Geo. Il y a quatre documentaires qui s'appellent Secrets of Whales. Il y en a un sur les banabos, qui est sympa parce qu'il y a des images à nous dedans, donc il n'y a pas de raison de ne pas le regarder. Il y en a un sur les cachalots, il ne faut pas le regarder parce que c'est notre concurrent. Il y en a un troisième sur les orques qui n'a rien de spectaculaire parce que toutes les images, c'est des images d'archives. Par contre, il y en a un sur les belugas qui est juste étonnant, quoi. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, faites-le. Très belles images et très beau discours. Et puis les orques, alors là c'est des orques de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est c'est un archipel français qui est au nord devant Terre-Neuve, derrière Terre-Neuve, c'est ça. Et en fait, les orques, elles ont été extrêmement, peut-être que sur tous les cétacés, en tout cas sur tous les Odontocet, c'est peut-être celles qui ont été le plus étudiées parce que déjà elles sont dans certaines zones elles sont résidentes, donc du coup on les voit assez souvent. Et puis elles sont assez proches des côtes. Là, si vous voulez en voir, vous pouvez aller en Espagne, par exemple, à Gibraltar. Elles sont à 2000 des côtes, donc c'est assez facile. Voilà. Et puis elles sont en groupe. Alors l'inconvénient des cétacés, c'est qu'en fait ils vont émettre des clics et des sifflements.
ils peuvent les émettre en même temps, mais pire que ça, c'est que tous les individus peuvent émettre des sons en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, quand on est dans des groupes de beluga, par exemple, ou d'orques, généralement, c'est une certaine cacophonie, et on a du mal à savoir qui dit quoi et qui fait quoi. Ok, j'en arrive au narval. Donc après cette petite introduction, donc les narvals, c'est donc des odontocètes, donc ils vont émettre des clics et des sifflements. On va les écouter tout de suite. Et là, la question qu'on se pose, c'est de se dire, bon, voilà, vu que nous, on s'intéresse plutôt aux émissions sonores, est-ce que, par exemple, la dent externe pourrait avoir un intérêt pour la communication acoustique? Alors, je vais écouter quelques sons. Ça, c'est des sons qui m'ont été traités par Kate Stefford, qui a mis des hydrophones au Groenland, Nord-Groenland, qui a enregistré des sons, différents types de sons. Donc là, c'est un petit peu... Et là, il y a un son qui est un peu particulier, donc je vais vous le faire écouter tout de suite. C'est un son que les scientifiques ont appelé Star Wars Sound. Bon, parce que pourquoi? Parce que on a des références culturelles qu'on a. Hein. Voilà. Alors, à quoi ça sert? J'ai tout mis. Hein, d'accord. Là, si tu trouves un mot en plus, tu me le dis par mail, olivier.dan@sorbonne-université.fr. J'ai mis signature acoustique entre guillemets, entre parenthèses, parce que signature acoustique, chez les odontocètes, on connaît. Enfin, il y a des articles sur des signatures acoustiques de dauphins, enfin de grands dauphins, d'orques, de belugas. Cachalot, je pense, c'est une escroquerie, donc je ne le mettrai pas dedans. Mais en fait, on a très peu en fait d'extraction de signatures acoustiques individuelles. Donc ça reste en parenthèse. Alors voilà là-dedans. En fait, là-dedans, Nico nous en a passé une. Je ne sais pas si je peux la faire passer ou pas. Tu crois? T'es sûr? Attendez, le premier qui nous la rend pas, on ira le chercher. Donc ça, c'est une dent de narval. Donc je vous la fais passer. Donc le truc qui se passe, moi, ce qui m'a impressionné tout de suite, la première chose qui m'a impressionné, c'est que c'était super lourd, quoi. D'accord. Nico m'a filé une dent qui fait 3 mètres de long. Bon, déjà, c'est encombrant, effectivement, mais surtout, c'est que c'est très lourd, en fait. C'est très dense, c'est très rigide. Et puis, alors voilà, bon, là, il y a une petite description qu'on peut trouver facilement sur Internet. Ce que l'on voit, c'est qu'elle elle a des cellules sensorielles, elle a un nerf, et du coup, on peut avoir des informations sur la salinité, sur la température. Et puis, les mâles n'ont pas tous des dents externes, et les femelles peuvent en avoir. D'accord. Il n'y a pas une question de genre qui est derrière tout ça. Alors du coup, la question qu'on se pose, et ça tu peux faire mais alors, le tour de tous les sites internet sur Google, c'est on veut savoir, on veut dire son avis sur à quoi ça peut servir. Quoi, tu vois, bon, moi, j'ai rien à faire, donc j'ai regardé tous les sites. Donc ça peut se battre, ils peuvent se battre entre eux. Alors se battre entre eux, il y a une petite légende, parce qu'en fait, il y a eu des photos qui ont circulé où on voyait des mâles qui avaient les dents croisées, quoi. Alors là, il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'en fonction de l'angle dans lequel que tu prends la photo, tu peux montrer qu'en fait les dents sont croisées alors qu'ils sont déjà pas l'un à côté de l'autre. Et puis d'autre part, quand tu as deux mâles ou un mâle et une femelle qui ont une dent externe et puis qui veulent se rapprocher, forcément à un moment donné, il faut qu'ils croisent la dent. Donc on va dire que c'est l'hypothèse qui tient le moins bien la route, notamment parce qu'on n'a jamais vu de bataille de deux narvals avec des dents s'affronter comme on pourrait le voir avec des buffles ou des cerfs ou d'autres mammifères de ce type-là. Se défendre avec les prédateurs, pas de bol, on n'a pas d'image, donc du coup, pourquoi pas, hein, ils peuvent très bien se dire, s'il y a un prédateur qui arrive, je peux au moins lui donner un coup de dent, bon, pourquoi pas. Alors, estimer la température, ça tient la route, hein, vous allez le trouver dans tous les sites internet. À partir du moment où la dent est sensible, d'ailleurs comme nous, notre système dentaire, en fait, quand il fait froid, on peut le ressentir. Donc du coup, ça peut jouer. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant quand on est à narval et qu'on vit en Arctique de savoir qu'il fait -0? Ça, je ne suis pas sûr, mais bon, pourquoi pas. Alors, casser la glace, ça, on l'a vu beaucoup. Il y a beaucoup d'images qui circulent sur le SFED où on voit que les cétacés, en fait, arrivent à la surface, il y a un peu de glace, et ils vont venir casser, en fait, la dernière pellicule de glace pour aller respirer, parce qu'à un moment donné, il faut bien les respirer. Donc ça, c'est pas mal. Chasser les poissons, on l'a vu, ça aussi. Il y a des très belles images où on voit en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a, sur les orques en Norvège, en l'occurrence, il y a une stratégie qui, une fois qu'ils ont
bien condenser le banc de poissons, ils vont venir fouetter avec leur nageoire caudale et après ils vont pouvoir prendre le poisson plus facilement. On a vu des images où en fait on a des narvals qui arrivent et puis qui font des mouvements de tête et du coup avec la dent externe qui est quand même relativement longue, il arrive à fouetter en fait à l'intérieur des bancs de poissons et donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, la distinction entre eau douce et eau salée, ça aussi, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, mais pourquoi pas. Alors, donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est un rôle acoustique? Alors, je vais vous dire tout de suite la réponse, parce qu'on ne va pas traîner trop longtemps. Nous, on est acousticiens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, évidemment, si tu nous poses la question est-ce que c'est un rôle acoustique, tu vois, la réponse, elle est déjà biaisée, quoi. Alors, comment on va faire? On s'est dit, mais on va faire une super manip, on va mettre la dent dans l'eau, on va envoyer un haut-parleur avec des sons de narval, on va mettre des capteurs sur la dent pour voir si elle vibre, etc. Et en fait, pas du tout, parce que bon, les dents, c'est assez fragile en termes d'utilisation. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est abîmer en fait, ces dents-là. Et donc, du coup, de dire qu'on va la remettre dans l'eau alors qu'elle est totalement séchée, parce que ça fait un certain temps qu'elle a été collectionnée, peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc, du coup, au lieu de faire un truc totalement dingue, on a fait quelque chose de plus simple. On a suspendu la dent sur des tendeurs en fait, d'accord. Donc la dent est totalement libre de vibrer comme elle veut. On a mis des accéléromètres à différentes positions. Bon là il y en avait 4 positions, mais on peut le généraliser à plus de positions quoi. Et avec l'idée de se dire ok, on va stimuler la dent à une extrémité. Alors évidemment on a pris l'extrémité la plus grande parce que taper au niveau de la pointe c'était possible, mais bon, c'était moins intuitif, quoi. Et puis, on regarde comment l'onde qu'on a générée, parce que une onde acoustique, c'est une onde physique, hein. Comment l'onde, en fait, va se propager à l'intérieur de la... Donc, je vous fais la manip. Donc là, on a... Attends, je vais enlever le son quand même, parce que là, ça va être n'importe quoi. J'espère qu'il n'y a pas le son. Bon. Voilà, et donc là, on lance le petit programme MATLAB qui va bien. Là, mon collègue va taper au niveau de la base. D'accord. Là, je vais montrer, bon, il y a des accéléromètres, je pense qu'il y en a un qui est tout au bout de la dent. D'accord. Alors, le fait de taper dedans, ça va, en fait, on va générer une impulsion. D'accord. Et du coup, on va avoir, en fait, les différents modes acoustiques, en fait, qui vont être générés à travers la dent. C'est-à-dire, en fait, quelles sont les fréquences qui vont se propager le long de la dent. Et la dent, évidemment, le truc, c'est que la section varie en fonction de la longueur. Après, c'est une dent qui est torsadée, qui a des propriétés différentes tout au long de la longueur, en fait. Et du coup, on veut savoir ce qui va se passer. Après, on a changé le système de stimulation. Plutôt que d'utiliser une impulsion, on a diffusé des signaux monofréquentiels qui vont être à différentes, donc très courts, d'accord, c'est juste une stimulation, mais enfin c'est des ondes courtes à différentes fréquences et on regarde après est-ce que en fait cette fréquence se propage ou pas sur la dent, d'accord. Tu vois le principe où je veux en venir. L'idée c'est de se dire il y a peut-être une vibration en particulier qui va venir en réception. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a un partenaire qui est dans la zone et qui envoie une certaine fréquence, si jamais ça fait vibrer cette dent, et le propriétaire de cette dent externe, en fait, va avoir l'information avant ses copains, puisque lui, il va être stimulé facilement avec sa dent externe. Alors, je vais vous donner quelques premiers résultats, mais c'est pas... ça va être quelque chose qu'on va faire cette année, notamment avec d'autres dents, parce que là, c'est qu'une seule dent, donc on ne peut pas tellement... faire des grandes conclusions, quoi. Déjà, on sait que la manip, elle fonctionne, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va essayer de faire d'autres dents grâce à Oceanopolis en allant au Groenland, hein, parce que de toute façon, maintenant, c'est parti, quoi. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a quand même des modes, et les modes sont quand même à des fréquences qui correspondent, en fait, à des fréquences émises par les narvals. Alors, le coup des narvals, c'est que les clics, en fait, les clics, ils peuvent avoir leur pic énergétique à 100 kHz, voire au-delà de 100 kHz. Et du coup, on se dit, en fait, c'est tellement large bande qu'il y a forcément, à un moment donné, un mode qui va se distinguer, parce qu'entre 0 et 100 kHz, c'est quand même une grande marge de manœuvre.
Et là, ce qu'on veut tester avec Nico, c'est différents types de dents, parce que évidemment, quand tu regardes tous les narvals, il n'y a pas un narval qui a t'as pas deux narvals qui ont la même dent, ils ont tous des dents différentes en section, en longueur, et du coup, potentiellement des propriétés. Bon, là, on voit pas grand-chose, mais disons que toi, tu as quand même des fréquences qui sont des petits pics qui sont autour de 400, 500, jusqu'à 1 kg. Après, ici, tu as un truc à 2 kg, etc. Donc, en fait, là, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt des représentations basse fréquence parce qu'on en est au début, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent se passer sur cette dent et du coup, elle pourrait avoir un intérêt acoustique. Alors, la question, j'en ai fini. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Alors, c'est une antenne. Ok, donc là, par exemple, si c'était un avantage, ça serait, parce qu'elle est belle, bon, d'accord, parce que c'est plus sympa d'avoir une dent que pas du tout. Elle peut avoir plusieurs rôles, donc un capteur de température, capteur de salinité, pourquoi pas un rôle acoustique, quoi. Bon, le rôle acoustique, pour l'instant, c'est un petit peu délicat de le montrer, parce que c'est pas parce que la dent va se mettre à résonner à différentes fréquences que ça va être utile au propriétaire de la dent. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir qu'on fasse après des petits tests, peut-être de playback, je ne sais pas trop, mais en fait, on va essayer de le piéger pour voir si on peut le choper que par le son. Alors, les inconvénients, bon, déjà, elle est super lourde, elle est super longue. Donc, quand tu veux te balader tranquillement, bah, tu as cette dent qui ne va pas être un avantage, quoi, tu vois ce que je veux dire. Elle est encombrante dans la nage. Quand tu veux sortir la tête de l'eau, bah, ça te casse les reins parce que tu as 30 tonnes qui sont au bout de ta tête, quoi. Et puis, les chasseurs, ils adorent choper les dents. Alors, je vais te dire, tu n'as pas de bol. Tu arrives, tu as une super dent, puis bon, finalement, c'est le truc de ta vie. Donc, finalement, comment on peut dire que c'est un avantage? Comment on peut être sûr que c'est un avantage au sens biologique du terme? Comment on peut être sûr? Parce que toi, moi, je n'ai pas eu besoin de faire tout ça pour me dire que c'est un avantage. Je suis sûr que c'est un avantage. Mais comment on peut le dire d'une façon biologique? S'il y a des biologistes dans la salle, vous ne dites pas. C'est ça, en fait, c'est l'idée. C'est comme pour les éléphants. En fait, si tu veux, si c'était pas un avantage, si c'était quelque chose de pénalisant, mais comme genre jamais, quoi, vu que tous les individus, tu as des individus avec des dents et des individus sans dents, si tu étais pénalisé par quelque chose, bah forcément, il y aura de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins d'individus avec des dents, et du coup, à un moment donné, ça disparaîtrait. Pour les éléphants, par exemple, il y a eu une étude qui avait, notamment lorsque il y avait la chasse pour l'ivoire, d'accord, les gars, ils dégommaient tous les éléphants avec des dents, quoi, avec des défenses, ils dégommaient de ça, et pourtant, il y en avait toujours autant, quoi. Les mecs, ils se sont dit, bah, comment c'est possible, etc. Bah, en fait, l'idée, c'est que les grands mâles qui ont ces défenses, en fait, gagnent à chaque fois les combats pour avoir accès à des femelles, et donc, finalement, c'est un avantage qui est extrêmement important, en tout cas pour le système de reproduction. Je vais très vite, je me dépêche. Regarde, je fais juste les paysages sonores, parce qu'en fait, on parle de son, mais on peut pas faire une conf en 2024 sans dire qu'à un moment donné, il y a quand même des activités humaines en mer qui sont un petit peu bruyantes, quoi. Et donc, du coup, on travaille avec l'Insta Bretagne sur les paysages sonores. Et les paysages sonores, c'est quoi? Bah, c'est que tu as plein de sources sonores qui peuvent émettre en même temps dans les océans, comme d'ailleurs au milieu terrestre, dans la ville, etc., quoi. Et une des idées, c'est de se dire comment je fais pour cataloguer des sons issus des activités humaines, parce qu'en fait, on veut savoir s'il y a des activités humaines qui sont plus bruyantes que d'autres, et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les diminuer. Par exemple, là c'est une explosion, ça. On entend une explosion. Après, tu as des bateaux, ça c'est des trucs qu'on avait enregistrés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, c'est des bateaux qui viennent de faire ça, donc c'est pas ce super concert. Celui-là, j'aurais bien aimé l'enregistrer, quoi. Voilà, très rapidement, l'année prochaine, c'est l'année de la mer, l'année de l'océan, en 2025. Normalement, ça devait commencer en septembre, mais la France a pris un peu de retard, donc il y aura une conférence en juin, conférence de l'ONU sur les océans, où toutes les délégations mondiales vont venir travailler autour de 6 points, dont les pêcheries illégales, dont les deep sea mining, etc. Et on en attend beaucoup. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention. On se réécoute un petit Star Wars. Allez, go, on est parti pour ça. Voilà. Merci.
Bon, alors, moi, je vais enchaîner. Et il prépare tout pour moi. Il est excellent. Oh là là là, il n'y a rien à faire. Il est trop fort. Donc, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Dubreuil. Je vais vous parler un petit peu. Je vais essayer d'être aussi brillant que mon ami Olivier, en vous parlant un petit peu justement de. Je dirais que ce dont on ne trouve pas, enfin, je trouve pas beaucoup d'informations là-dessus, c'est sur la place du narval au Groenland, chez les Inuits. Alors, je ne dis pas la place culturelle, parce que ce n'est pas que culturel, la place dans cette société. Juste pour vous donner quelques petits détails, donc moi, je suis, je ne sais pas trop quoi, j'étais chercheur, moi. J'étais chercheur aussi, j'ai une thèse en informatique. J'étais maître de conférence en informatique, pareil. Voilà. Et maintenant, en fait, je suis guide pour des expéditions polaires, en fait, depuis 25 ans. Et notamment, je travaille beaucoup dans un petit village à Couche-Lorsoirk, où j'ai ma maison, une partie de l'année, où des gens vont venir étudier les phoques d'ici peu. Et justement, dans ce petit village, j'ai la chance de manger régulièrement du narval. Et c'est ça qui nous a rapprochés avec Olivier. Et vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc pour parler de cette culture, je vous parle surtout de ce que moi je vis à Couche-Lorsoirk. Alors c'est important de comprendre que ce n'est pas la voie de tout le Groenland, pas la voie du Groenland moderne qui est à Anouk. D'accord ? Anouk, le Groenland, c'est 3000 km de long, 1000 km de large, 56 000 habitants, 15 000 habitants à Anouk, le reste dans des petits villages. Là, on parle de Couche-Lorsoirk, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Couche-Lorsoirk, c'est on va dire le village le plus extrême du Groenland. C'est-à-dire le plus difficile d'accès. Ce n'est pas le plus au nord, ce n'est pas le plus septentrional, mais c'est le plus difficile d'accès. Il est situé à 1000 nautiques du pôle Nord, donc c'est loin. Il n'est pas très loin de chez nous finalement, mais il est très très isolé, très difficile d'accès. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la voie des gens de Couche-Lorsoirk, c'est la voie profonde du Groenland. C'est-à-dire c'est la voie des gens aussi qui habitent à Nuuk, puisque ces gens-là, il n'y a pas encore très longtemps, ils vivaient aussi comme à Couche-Lorsoirk. Donc Couche-Lorsoirk, c'est situé sur une île, là, ici. Couche-Lorsoirk, petite leçon de groenlandais, Couche-Lork, c'est le pouce. Couche-Lorsoirk, la terminaison en Soirk, ça veut dire le fameux pouce, parce qu'il y a une grande montagne ici qui a une forme de pouce. Les explorateurs l'appelaient le pouce du diable, parce qu'ils remontaient les côtes du Groenland, ils arrivaient à cet endroit-là, et ils prenaient plein ouest pour passer le passage du nord-ouest. Et vous voyez, il y a une chose qui est très intéressante de Couche-Lorsoirk, c'est que si tu es sur un cap, là où passent justement tous les mammifères marins. C'est que les mammifères marins remontent comme ça, rentrent dans la baie, passent là et remontent le long des glaciers de la baie de Melville. Et donc, près de ce petit village, il y a énormément de narvals, de belugas et de mammifères marins qui passent. Village extrêmement isolé, 400 habitants. Là, en ce moment, c'est la nuit polaire. Ils vont sortir de la nuit polaire. Attends, je ne sais plus même déjà. C'est le 9 février où on sort de la nuit polaire. Donc, ils sont dans la nuit polaire. Le bateau ravitailleur, le dernier bateau ravitailleur qui est venu ici ravitailler le magasin, il est passé. C'était le début novembre. Voilà, je me suis fait livrer des chaises. Et le prochain, c'est début juillet. Il n'y a rien. Donc, tu imagines un peu l'isolement de cette communauté. Donc, clairement, là-bas, c'est pas pour les véganes. Il n'y a rien à bouffer, quoi. Il n'y a pas de carottes, il n'y a pas de salade. Et si tu chasses pas, tu ne peux pas rester là. Alors, voilà, on peut dire qu'il ne faut pas rester là, mais en tout cas, si on doit rester là, il faut absolument, absolument chasser. Il y a un isolement qui est très fort. Un isolement et une culture incroyable. C'est-à-dire qu'à Couche-Lorsoirk, voilà, tout le monde se balade comme ça, pantalon en peau d'ours, bottes en peau de phoque,
peau de phoque, les gants en peau de phoque, sur son traîneau, une quinzaine de chiens. Voilà, c'est la vie quotidienne, ça, voilà. Akralouk, un des profs de l'école, voilà, qui est parti en week-end, bah, il revient sur son traîneau, tranquille, sur la banquise, au milieu des icebergs. C'est la vie quotidienne. Donc une vie quotidienne qui, par le climat, bah, on n'a pas d'autres moyens de déplacement que ça. On n'utilise pas la motoneige, elle est interdite. Hein, on peut l'utiliser que sur certains endroits. Mais si on veut aller se balader un peu partout, on est obligé d'être en traîneau à chien. Donc c'est une vie incroyable, hein, quoi, de vivre là-bas. Ça fait rêver. Alors, mais c'est pas sans problème. Hein. Cette vie justement complètement isolée. Un gros problème avec les enfants, c'est le plus fort taux de suicide de jeunes de tout l'Arctique. Les jeunes se suicident majoritairement parce que justement, ce qu'ils voient du monde extérieur, ce que ces jeunes que vous voyez sur la photo voient de nous, la France, c'est que ce qu'ils voient par Internet ou à la télé. Donc c'est forcément de la merde. C'est-à-dire que ce qu'ils voient, ça leur fait peur. Et comme ces enfants-là, qui mangent du macaque, qui mangent de l'ours, du phoque, etc., comment ils perçoivent le monde extérieur, à un moment où bah, il va falloir qu'ils aillent faire leurs études ailleurs, eh ben, ça les angoisse et c'est comme ça que bah, voilà, ils se suicident. Parce qu'effectivement, quand toi, ta vie, ça a été ici pendant 16 ans, et qu'à 16 ans, on te dit bah, maintenant, tu vas partir à Copenhague pour faire tes études, il y en a hein, qui le vivent bien, ce choc-là. Mais vous imaginez que pour certains, le choc, il est juste énorme, quoi. Il est incommensurable. Voilà. Donc ça, c'était pour vous situer l'endroit. Maintenant, je voudrais juste vous parler d'un tout petit truc qui me paraît extrêmement important, c'est la cosmogonie inuite. Pourquoi c'est important et c'est drôle? C'est quelque chose qu'un de mes amis m'a dit une fois, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Il m'a dit, mais vous, les Occidentaux, vous êtes persuadés que ce que vos yeux vous disent, c'est le monde réel. C'est hyper beau, ça. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, ce qu'on perçoit par la vue, ce n'est pas forcément le monde réel. Et pour eux, cette cosmogonie, ils croient qu'il y a un esprit dans tout. Il y a un esprit, il y a un esprit en moi, il y a un esprit dans Olivier, il y a un esprit dans la relation entre nous, c'est-à-dire quelque chose de totalement immatériel. Il y a un esprit dans la table, il y a un esprit dans l'ordinateur, etc. Il y a des esprits partout. Et pour eux, ce qui est le plus important au monde, c'est l'équilibre entre tous ces esprits. Et qu'il faut avoir du respect. Et qu'on croit au Krivitok. Peut-être que vous avez entendu parler de cette expression-là. Un Krivitok, c'est un esprit pas forcément malfaisant, mais c'est un peu ce qui correspond à un esprit chez nous, quoi, un fantôme ou quoi. Ils y croient énormément. Il y a des plaintes à la police. Il y a des gens qui viennent et qui disent « Ah non, mais là, moi, je porte plainte parce que là, il y a un Krivitok. Il a, je sais pas quoi, il a fait disparaître mon échelle, etc. » Mais les policiers prennent ces plaintes comme quelque chose de parfaitement juste, quoi. Donc c'est très fort, hein, même s'ils sont protestants majoritairement, cette culture animiste, elle est encore très très présente. Et donc une culture où, par exemple, le mot nature n'existe pas en groenlandais. On ne dit pas la nature. Tu ne peux pas dire la nature. C'est-à-dire que l'homme et la nature, l'homme n'est pas dissocié de la nature comme nous. Il n'y a pas une dichotomie, l'homme et la nature, l'homme contre la nature ou quoi. L'homme fait partie de la nature. Tout le monde est identique. L'homme, il se transforme en animal facilement. L'animal se transforme en homme. Un animal passe d'un animal à l'autre, etc. Donc tout est mélangé et tout est lié. Là, je mets une figure vraiment hyper importante de la cosmogonie inuite, c'est Sedna, ou peut-être que vous connaissez ça sous le nom de Sasuma Arna. Donc c'est la déesse de la mer. Hein. Il y a 3 éléments qui sont extrêmement importants, l'air, la mer et puis la terre. Et la légende veut que quand les hommes justement perturbent l'équilibre entre les esprits, eh bien, Sedna ou Sasuma Arna retient les animaux dans sa chevelure. Et donc les hommes vont périr puisqu'ils n'auront plus rien à chasser. Et parmi tous ces animaux, vous voyez d'ailleurs il est représenté là, le narval, sur cette illustration.
Le narval a une valeur très, très particulière chez les Groenlandais. Le narval, la naissance dans la cosmogonie inuite, la naissance du narval, c'est une légende. Alors, je ne vous raconte pas toutes les légendes, parce qu'elles sont hyper longues. Et à côté, le petit pousset qui se fait dévorer par, ou la grand-mère se fait dévorer par l'ours, c'est du pipi de chat. Hein. Waouh, les légendes groenlandaises, c'est extrêmement violent. Mais là, en gros, c'est une sorcière, une espèce de sorcière qui était très méchante avec son enfant. Son enfant la pousse dans l'eau et elle tombe dans l'eau. Elle avait des longs cheveux, ses longs cheveux s'en mêlent, se torsadent et elle devient un narval qui va avoir une mission très particulière. Et c'est là où je suis hyper content, moi, de travailler, non pas avec un biologiste, mais un acousticien. C'est que le narval va avoir une mission de messager, donc d'écoute. Et ça, c'est très curieux, tu vois, que de la cosmogonie, on revienne à ça. Et puis, cette cosmogonie, où elle est présente dans le réel aussi. Dans le réel, c'est ça, c'est-à-dire que ces gars-là, ils s'habillent comme les animaux. Ils s'habillent avec les animaux. On ne part pas à la chasse à l'ours habillé n'importe comment. On s'habille en ours. On marche comme un ours. Et on ne dit pas, par exemple, le mot ours quand on va à la chasse à l'ours. On ne prononce pas ce mot parce que ça serait lui manquer de respect. On va se déplacer comme un phoque quand on va à la chasse aux phoques. On va ramper, bouger, lever la tête, etc. Donc il y a un espèce de mimétisme, l'homme et l'animal, encore maintenant. Ce n'est pas des images de Paul-Émile Victor, hein, c'est encore maintenant. Voilà, il y a vraiment un mélange très fort. À Couche-Lorsoir, on voit tout le temps des trucs comme ça. Tu vois, moi, je me disais, mais c'est fou, quoi. C'est des trophées qu'ils ont partout. Ah non, non, non. C'est pas des trophées. C'est-à-dire que le crâne disposé là, il va se tourner vers là d'où va venir la tempête. Voilà. Donc l'animal, voilà, toujours très mystique et toujours entouré et toujours présent au cœur de l'homme. L'ours polaire, évidemment, c'est un animal surnaturel hein, pour eux. Hein, l'ours polaire, et de toute façon, je veux dire, pour tous ceux qui ont vu des ours de près, je ne parle pas au zoo et pas depuis un bateau, mais quand on est au même niveau que l'ours, je peux vous jurer qu'il y a quelque chose d'extrêmement frappant, c'est son comportement humanoïde. C'est-à-dire qu'il a un comportement humain qui est très déroutant, quoi. Donc pour eux, c'est un être supérieur, on ne prononce pas son nom. Quand on le chasse, on ne dit pas qu'on va à la chasse à l'ours. Et puis, peut-être encore plus fort que l'ours, mais un petit peu plus mystérieux, c'est le narval. Et le narval, c'est le messager. C'est le narval qui communique entre le monde des hommes et le monde des esprits. C'est là où je trouve ça extrêmement intéressant, cette idée d'acoustique, puisque dans la cosmogonie inuite, eh bien, il y a cette idée que lui, il va transmettre les messages aux esprits et il discute avec les esprits. Et pour eux, c'est un animal extrêmement bavard. Alors, dans la cosmogonie occidentale, évidemment, là, tu en as parlé un peu, c'est autre chose. La licorne de mer, la légende de la licorne. Vous avez vu le petit bout de dent là, que j'ai ramené. Alors, ce qui est intéressant de voir, regardez le poids que ça pèse. C'est hyper lourd. Hein, donc vous imaginez effectivement 3 mètres de long avec une circonférence encore plus grosse, c'est extrêmement, extrêmement lourd. Et donc c'est ça qui a attiré beaucoup de monde en baie de Melville, voilà, pour chasser le narval, pas pour la nourriture, mais pour la dent principalement, et pas pour l'étudier d'un point de vue acoustique, mais pour en faire je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et puis après, évidemment, il y a les naturalistes qui sont venus, qui ont commencé à étudier. Alors, on voit là, vous voyez, il y a certaines espèces qui ont 2 dents. Effectivement, il y a certains narvals qui vont avoir 2 dents comme ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce qui les intéresse énormément, les Groenlandais, c'est pas tant la grande dent, mais c'est la petite, l'incisive droite, qui est à l'intérieur de la mâchoire. Voilà. Donc voilà pour l'aspect mystique du narval. Et puis le narval, il a un rôle pratique qui est extrêmement, extrêmement important. Mais au-delà de la dent, hein, je veux dire, les gens au Groenland, ils n'en ont rien à foutre de la dent. La dent, elle sert quasiment à rien, maintenant en tout cas. Par exemple, moi, quand j'ai acheté ma maison à Couche-Lorsoir,
j'ai un de mes amis qui va dire, bah, tiens, tu as acheté ta maison, je vais te faire un super truc. Je vais t'offrir un super truc, tu vois, tu vas adorer. Alors, je dis, ah bon voilà, je lui demande ce que c'est quand même. Il me dit, ah non, mais j'ai récupéré une dent de narval pour toi, je vais te faire un super truc. Oh, je dis, une dent de narval. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, bah là, j'ai trouvé une pierre là, je vais la mettre sur une pierre, je vais couper le haut, et je vais te mettre un abat-jour, ça va te faire une super lampe. Là, tu te dis, merde, non, touche à rien, touche pas à la dent, parce que voilà, ils savent même pas quoi en faire, hein, la vente est interdite, donc ils en ont rien à faire. Par contre, ça, donc ce que c'est la peau et la première couche de gras, le matak, le muktuk, comme vous voulez, muktuk en inuktitut, matak en kalashlisut. Ça, oui, kalashlisut, c'est en groenlandais, pardon. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et c'est ce qu'ils vont manger. C'est un plat, alors c'est des énormes réserves de vitamine A, de vitamine C, de vitamine D, beaucoup d'oméga 3. Et puis, c'est surtout une source d'énergie qui est hallucinante. Hein. Couche-Lorsoirk, février, mars, il va faire moins 30, moins 35. Honnêtement, c'est pas en bouffant des lyophilisés que tu survis, quoi. Vraiment, si tu bouffes pas du gras comme ça, tu tiens pas au froid. Et cette réserve de gras, elle est assurée. Je crois, tu me corriges si je dis des conneries, mais je crois que 40% du poids du narval, c'est le gras. Donc une couche de gras énorme. Hein, par exemple, voilà, j'ai pris une photo de l'apéro. Voilà, à l'apéro, eh ben, on mange du matak, comme ça. Alors, juste le point moderne, c'est ça. C'est la sauce soja. Alors, c'est pas mauvais, hein. Ça n'a pas de goût, en fait. Hein. C'est que du gras. C'est juste la consistance. C'est un peu comme si tu bouffais ta godasse, quoi. C'est un peu caoutchouteux, il faut bien mâchouiller. Mais par contre, ça te donne, c'est du Red Bull puissance 15, quoi. Ça te donne une patate incroyable. Et en plus, bah, ici, on en a besoin. Ils vont faire sécher la viande du narval pour avoir de la nourriture un peu toute l'année. Ils vont le faire pourrir aussi. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans un seau. On va garder les reins, on va garder des trucs comme ça. On va les laisser pourrir pour les manger faisandés. Et puis, ils vont absolument tout manger. Hein. On mange les intestins, là, crus. Vous voyez une petite dent, là. On garde les nageoires, etc. Tout, absolument tout va être mangé. Tout va être utilisé aussi. C'est-à-dire, dans la dent, elle va être utilisée, ça c'est pour faire une pointe de harpon. On va utiliser aussi les fibres musculaires et les tendons. Ça, c'est une ancienne du village, s'appelle Marianne Gouarc. Une fois j'arrive chez elle et j'avais ma botte qui était ouverte au talon. Et elle me dit, oh là là, mais faut pas que tu restes comme ça, je vais te la recoudre et tout. Alors, je dis, ah bon, ok. Et là, elle prend un tendon de narval qu'elle mâchouille. Et en fait, elle va refaire une couture parfaitement étanche. Le tendon de narval va leur permettre de faire des coutures étanches. Et puis, il y a un rôle aussi qui est extrêmement social, c'est-à-dire que le narval, dans un narval, voilà, une chasse au narval. Alors, je mets ces images exprès, hein, je veux heurter personne, mais c'est hyper important, ça fait partie de la vie. C'est hyper important de voir ça, même si ça peut paraître des images très choquantes. Mais voilà, ils ont tué 3 narvals, ils le découpent, et vous voyez, ils découpent la peau comme ça en carrés. Il faut savoir que tout le monde en aura. C'est-à-dire que là, il y a 10 personnes qui ont participé à la chasse. Tout le village aura à manger. Il y a une part qui est réservée à tout le village. Sur chaque animal chassé, tout est découpé en fonction de qui l'a vu, qui l'a tué, etc. Et puis, toute une partie est gardée pour le village, ceux qui n'ont pas pu venir, et une partie est laissée pour les animaux aussi. Donc, tout est partagé entre les hommes et les animaux. Et ça, c'est quelque chose de socialement extrêmement important. Juste pour vous parler un petit peu de la chasse, le narval, on a vu, on l'a entendu, absolument incroyable ce son. Par contre, à voir, c'est l'enfer. On voit que dalle. Voilà. Le narval, il est noir comme ça, il va se tacheter un petit peu, plus il va vieillir, plus il va se tacheter. On voit le dos un peu comme ça, vaguement. Voilà, là, je vous ai mis une petite vidéo. On voit pas grand-chose. Par contre, on peut voir, là, il y a un comportement, il y en a un qui a une dent, là. Et vous voyez comment il garde sa famille, là.
Donc le drone permet de les survoler relativement discrètement. Et alors je ne sais pas si sa dent, voilà, est-ce qu'il va voilà, séparer les groupes. Voilà. Donc on va les observer comme ça. Moi, une fois, j'ai eu une chance phénoménale. J'ai essayé d'observer, les observer en plongée. Et j'ai rien vu. Et il y en a un qui est passé juste en dessous de moi, mais qui m'a évité. Donc il ne m'a pas embroché. Sympa de sa part d'ailleurs. Voilà. Mais donc ce sont des animaux extrêmement craintifs. Ils vont très lentement, curieusement. Je crois que c'est parmi les mammifères les plus lents qui existent. Ils se déplacent très lentement, ils plongent très profondément. Je crois qu'il y a eu des records de plongée à 1200, enregistrés 1200 ou 1500 mètres de profondeur. Ils restent très longtemps sous l'eau, mais ils sont vraiment extrêmement discrets et extrêmement sensibles. C'est pour ça que la chasse dans ces régions-là, c'est loin de la chasse industrielle. Hein. C'est de la chasse qui se fait en kayak, un kayak qu'ils ont fait eux-mêmes, avec un harpon à propulseur. Vous voyez le harpon à propulseur avec la corde, etc., qui va se ficher dans le narval, emmener, la corde va se délover et emmener la bouée qui est juste derrière, qui va le ralentir. Un autre chasseur va le harponner pour le ralentir, etc., etc. Elle se passe au mois de septembre, voilà, quand les narvals redescendent, et puis elle se passe aussi au mois d'avril, avril-mai, où là la banquise se casse, il y a des chenaux qui s'ouvrent, et eh bien, dans ces chenaux, les narvals viennent, et donc les Groenlandais vont venir en kayak pour harponner un narval. Donc, autrement dit, quand au bout d'une semaine de chasse, les 10 chasseurs ramènent un narval, c'est génial. Voilà. Ils ont vraiment bien bossé. Ce n'est pas une chasse qui est évidente. Il y a beaucoup d'accidents parce que forcément, eh ben, quand tu harponnes le narval, tu as tendance à tomber. Hein. Vous pouvez essayer dans un kayak. Hein. Vous faites ce mouvement-là dans un kayak, vous allez voir que vous tournez. Et donc, il faut savoir esquimoter, parce qu'eux, ils ne savent plus faire. Ils savent chasser, mais ils ne savent plus esquimoter. Et il n'y en a aucun d'entre eux qui sait nager. Donc l'eau, comme tu disais tout à l'heure, elle est à -2, enfin -1,8. Donc évidemment, la chute à l'eau, elle est assez radicale. C'est une chasse qui est extrêmement technique. Moi, ça m'a mis des années à ce qu'ils m'acceptent. Et j'ai compris le jour où ils m'ont accepté à venir en kayak. J'ai compris pourquoi ils ne voulaient pas que je vienne. Parce qu'ils disaient qu'avec mes pagaies, je faisais trop de bruit. Parce que les gouttes, à cause des gouttes. J'ai dit, mais c'est pas possible, vous foutez de moi, quoi. Non, non, alors eux, non, et vraiment. Et il a fallu que je prenne des pagaies groenlandaises, effectivement, qui goûtent beaucoup moins. Et donc là, effectivement, je faisais moins de bruit. Et pour eux, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est très technique parce qu'on chasse avec des harpons, donc c'est des pointes qui vont se planter dans la graisse. Suivant l'âge de l'animal, eh ben, il faut dessiner une pointe différente qui puisse s'enfoncer plus ou moins profondément. Et puis, toujours cette chose qui est extrêmement importante, c'est qu'une chasse, comme sur l'image que j'ai montrée tout à l'heure, quelques chasseurs, mais dès que la chasse, ils ont été récupérés et remontés sur la rive, tout le village vient et c'est une énorme fête. C'est-à-dire que tout le monde va se nourrir. C'est un mot même, ça, je ne sais pas comment le traduire, ça se dit kapak. Voilà, on fait kapak, c'est-à-dire que tout le monde vient et tout le monde se nourrit sur les animaux. Et puis, toute cette science, parce qu'en fait, ces gens-là vivent du narval. Ils ont besoin du narval pour survivre. Et donc, ils connaissent parfaitement. C'est hallucinant la connaissance qu'ils ont. Et alors, je me rappelle, c'est justement avec Olivier, Olivier me file le son là, qu'on a. Alors, Star Wars, moi, je trouve, c'est le générique plutôt, ça ressemble au générique de la famille Adams. Je ne sais pas si vous ne trouvez pas, comme ça. Enfin, je trouve ça dingue, ce truc. Et donc, on se disait, on va travailler ensemble, on va demander aux Groenlandais, voilà, récupérer leurs connaissances, savoir où sont les narvals, et tout ça. Donc, je réunis tous les chasseurs, on discute, et je leur dis, attendez, je vais vous faire écouter un truc, vous allez voir, c'est hallucinant. Donc, ils sont tous là, je leur mets le son du narval,
Et là, aucune réaction. Et je dis, attendez, c'est dingue, non? Et là, il y en a un qui me fait, bah ouais, c'est un narval, quoi. Je dis, ah non, attends, je dis, vous foutez de ma gueule. Vous mettez jamais la tête dans l'eau et vous allez me dire que vous savez le son que ça fait. Et là, ils me disent, bah, oui, Nico, nous en kayak, quand on est en kayak, qu'on chasse, on prend la pagaie, on la plonge dans l'eau, on la met contre l'os, là, et en l'orientant, ça nous permet de savoir dans quelle direction ils sont. Et comme on est plusieurs, bah, on triangule pour voir où ils sont. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc, en fait, les gars, ils connaissent pas mal le truc. Et pareil, tu m'avais filé des endroits, des emplacements où étaient les narvals, des articles où des narvals bagués, ou tagués plutôt, avaient été repérés. Je leur montre la carte et ils me disent, oui, ah oui, là, c'est sûr, tu vas en trouver, mais uniquement du 15 septembre au 17, si la lune est montante. Tu vois. Et là, tu te dis, waouh, les gars, ils ont une connaissance de fou, quoi. De fou. Et c'est pour ça que des fois, on assiste à des scènes. Moi, une scène qui m'avait vachement troublé, ils avaient capturé un beluga. Ils l'avaient emmené dans le village. Ils l'avaient mis au milieu du jardin. Il y a une espèce de petit jardin d'enfants avec une balançoire et puis un toboggan. Et ils l'avaient découpé, dépecé là. Et ils se sont aperçus en fait qu'il y avait un bébé. Ouais, et le truc qu'ils ont fait immédiatement, c'est qu'ils ont appelé tous les gamins. Donc, tous les gamins sont venus, ils ont sorti le fœtus de beluga et ils ont expliqué aux gamins une leçon de biologie comme j'ai personnellement jamais eu. Mais que eux, ces gamins-là, bah voilà, ils savaient tout. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement important pour moi, en tout cas, c'est ce qu'on appelle Royima Yatukangik, qui veut dire textuellement le savoir de nos ancêtres. Et c'est ça qui, effectivement, on a dans ce projet-là à récupérer, c'est de savoir, bah oui, évidemment, tout ce savoir qu'ils ont, toute cette connaissance qu'ils ont, voilà, comment la récupérer et qu'est-ce qu'il y a à exploiter. Et ça, c'était quelque chose qui était donc au One Planet Summit là, à Paris. Donc mon ami Oli était venu parler de ça, justement, et qui réclamait, il disait, mais voilà, venez nous voir, venez, nous, on a des choses à raconter, on a des choses à dire sur toutes ces régions-là. Alors, il faut savoir, et ça, je reviens effectivement sur ce que disait Olivier à la fin, c'est que les choses changent. Dans certaines régions du Groenland, maintenant, ils peuvent chasser en petits bateaux. Ça fait du bruit. Alors, on peut s'inquiéter, se dire, waouh, si maintenant ils ont le droit de chasser avec leur barque, est-ce que c'est pas extrêmement dangereux? Ça reste quand même, là, je vous ai mis juste un tout petit film, voilà, de chasse au narval en barque. Voilà. Quand tu vois le milieu dans lequel ils évoluent, on a encore de la marge avant de faire une chasse intensive, quoi. Et d'autant plus, une fois de plus, c'est que ces gens-là se nourrissent de cet animal. Donc ils ne vont pas le chasser de manière extensive parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour survivre. Et donc dans cet univers-là, effectivement, voilà, pour chasser, c'est déjà extrêmement, extrêmement compliqué. Et personnellement, je n'ai jamais vu une chasse à outrance. C'est de la chasse d'opportunité. C'est-à-dire on part et puis si on voit un narval, on chasse un narval. Si on ne voit pas de narval, on rentre sans narval, quoi. Alors il y a aussi une confrontation dans ce monde-là. Et ce qu'ils enseignent, ils enseignent à leurs enfants cette vie entre culture, modernité. Ils ont envie de savoir. Il faut savoir que les jeunes aussi, il y a beaucoup de suicides chez les jeunes, parce que pour eux, par exemple, le métier de chasseur, le métier de pêcheur, c'est un métier hyper dévalorisé. C'est-à-dire que les Groenlandais sont vus comme des sauvages qui tuent des ours et des baleines. Et que pour des jeunes, c'est très très compliqué de vivre avec cette image-là. Et donc en plus, ce narval dont tout le monde parle, qui a une valeur extrêmement importante pour eux dans leur culture, mais aussi parce que le narval est justement extrêmement sensible,
eh ben, c'est un indicateur très fort de la santé des écosystèmes polaires. C'est-à-dire que là, par exemple, cette année, c'est quand même assez incroyable, hein, depuis 4500 ans, mois d'octobre, les belugas passent à Couche-Lorsoir. Cette année, il n'y en a pas eu un seul. Alors, c'est trop tôt, personne ne s'est penché dessus, etc. Mais en tout cas, c'est la première année où il n'y a pas de beluga. Beluga comme le narval. Pour les Groenlandais, beluga et narval, c'est la même famille. Krilaluaq krenertok et Krilaluaq krakortok, ça veut dire blanc ou noir. Mais en tout cas, c'est le même animal pour eux. Le fait qu'ils ne passent pas montre qu'il y a vraiment une sensibilité. Il y a tous les problèmes liés au plastique aussi, il y a les problèmes de bioaccumulation. Et ça, effectivement, c'est un indicateur très fort. Et en fait, moi, je voulais aussi quand même parler de tout ça, parce qu'en ce moment, là, il y a Paul Watson qui est en prison au Groenland. Mais voilà, d'abord, les Groenlandais, ce n'est pas les Groenlandais qui l'ont mis en prison, c'est les Danois. Les Groenlandais demandent à ce que le Danemark récupère Paul Watson, mais évidemment, le Danemark ne veut pas, et préfère que les regards soient tournés vers le Groenland. Mais je pense qu'il est très important, voilà, de préserver évidemment les espèces qui sont toutes les espèces qui nous entourent, mais c'est aussi important justement de laisser la liberté à ces communautés autochtones de chasser et effectivement de faire ce que nous, on ne fait pas. Et peut-être que la solution aussi pour que Paul Watson soit plus accepté au Groenland, ça serait voilà, qu'il, lui, témoigne de la viabilité de cette chasse autochtone, quoi. Et puis, voilà, pour moi, ce qui est très important, c'est que ce narval, c'est vraiment un trésor culturel pour les Groenlandais. C'est extrêmement important, vous avez vu, dans leur culture et dans leur vie de tous les jours. Leur vie tourne autour du narval. Sa préservation, évidemment, est essentielle pour la biodiversité, pour la culture des Groenlandais. Le narval est un indicateur. Et le point qui est assez clé pour moi, c'est justement, et très nouveau pour eux, c'est le fait que des scientifiques s'intéressent à eux. Et ça a eu un changement radical. Le fait que des scientifiques, ou au nom de scientifiques, on essayait d'attraper un beluga pour poser une balise, un narval, pardon, pour poser une balise. Le fait que des scientifiques viennent leur demander conseil, travaillent avec eux main dans la main, c'est un énorme message d'espoir parce que c'est un message justement où la culture groenlandaise et ce savoir groenlandais ou inuit même du Nunavut et d'Alaska va perdurer et mis en valeur. Et mettre en valeur ces sociétés, c'est aussi accepter leur façon de voir le monde et qui peut être quelque chose de très très important, quoi. Et pour moi, ce que je trouve vraiment frappant, c'est d'avoir ce narval comme lien entre le monde réel et le monde spirituel. Et pourquoi pas, peut-être que le narval peut être un lien entre notre monde à nous et le monde des Groenlandais. Voilà ce dont je voulais vous parler. Ça veut dire merci beaucoup. Mais merci beaucoup à tous les deux pour cette conférence passionnante. Il y a peut-être quelques questions dans l'assistance. Alors, on va prendre quelques questions. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. J'avais un peu plusieurs petites questions, mais bon, je vais prendre celles qui me viennent à la tête. Mais juste, est-ce que par exemple, les gens qui habitent là-bas ont des hypothèses sur le fait qu'il y ait des individus qui portent ou non une dent hypertrophiée et la raison? Est-ce qu'ils en ont une idée? Est-ce qu'ils en parlent? Alors, oui, alors pour eux, si tu veux, ce qui est assez marrant, c'est que justement, quand on discute avec Olivier, tu vois, où il y a tous ces questionnements scientifiques, de se dire, bon, à quoi ça sert, etc. Et c'était hyper bien présenté, là, justement. Pour eux, il n'y a même pas de question, tu vois. Il dit, ah, non, mais c'est avec ça qu'il entend.
Tu vois, pour eux, cette dent-là, c'est vraiment le vecteur de communication. Ok, ok. Pour eux, il n'y a même pas... tu vois, si on pose la question comme ça, ils vont te répondre ça, et même pas comprendre pourquoi tu poses la question, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Et j'en avais une deuxième petite aussi, c'était... je viens de perdre tellement qu'il y a plein de trucs. Et c'était à quel point les gens qui vivent là-bas en fait connaissent un peu, on va dire, le reste du monde. À quel point ils sont... Alors, ouais, c'est une super bonne question. En fait, ils connaissent tout. C'est-à-dire, ils sont sur Facebook. Ouais, ok. C'est-à-dire, si tu te pointes à couche leur soir et que tu n'as pas un iPhone, déjà, waouh, c'est la honte, quoi. Ok. Voilà, chier, quoi. Tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Et ils sont tous sur Facebook. Là, si tu veux, si on pouvait se connecter, tu t'appelles sur Facebook, ils te répondent dans la seconde, etc. Donc, ils sont hyper connectés entre eux. Et ils ont cette vision de l'extérieur. Alors, je t'invite à regarder un truc sur YouTube. Ouais. Regarde un petit court-métrage qui s'appelle Inupiluq. I-N-U, Inu comme Inuit, et Piluk, Ouais. P-I-L-U-K. Pays à Lucas, ok. Et si tu veux, c'est un film de fiction qu'on a fait un jour où j'ai invité deux potes à moi, 2 chasseurs d'ours en France. Et en fait, tu vois, je leur avais dit, bon ben voilà, vous m'avez tellement montré de trucs, je vous invite en France et puis je réalise 3 de vos rêves. Et je dis, voilà, c'est quoi vos rêves? Et les mecs, ils avaient réfléchi, et les 2, ils m'avaient dit, alors, le premier, on veut voir des arbres. Le deuxième... Des arbres? Des arbres, ouais. Ok, ok. Bon, Des armes. Fastoche. Tu vois. Le deuxième, ils m'ont dit, on veut se baigner dans la mer. Facile. Et le troisième, on veut voir des animaux. T'imagines, toi? Imagine, toi, interroger des gens là et dire, c'est quoi, 3 de tes rêves? C'est de voir des arbres. Enfin, ils n'ont jamais vu un arbre. Ouais, ouais. Donc, bref, on fait ça. Et en fait, quand ils sont venus en France, à la fin, moi, je voulais pas qu'on fasse un film sur eux, comme un documentaire, genre, tu vois, Un Indien dans la ville, quoi. Oui. Donc, on a fait un court-métrage de fiction. Au lieu de faire un film sur eux, on a fait un film avec eux, qui est hyper drôle, mais qui explique un truc. Inupiluq, en groenlandais, ça veut dire le gangster. Mais c'est un gros mot. Hein. C'est putain de bordel de merde. Tu vois, c'est vraiment le plus gros truc que tu puisses dire. Inupiluq, ils le disent même pas, quoi. Tu vois, tellement c'est. Mais c'est un gros mot parce que et c'est ça que je comprenais pas, c'est qu'à la fin, je demande à mon pote Oli, je dis quel est le truc qui t'a le plus étonné? Alors ici en France, tu vois. Et il me dit ce qui m'a le plus étonné, c'est que les gens étaient gentils avec nous. Alors, je dis ah bon, mais comment ça, pourquoi? Même à Paris, hein. Tu vois. Donc je leur disais quand même, voilà, faut pas exagérer. Et eux, ils étaient persuadés qu'en venant en France, le fait que les gens sachent que c'était des Groenlandais qui chassaient le phoque, l'ours, le narval, les gens allaient leur jeter des pierres. Ouais, ok. Donc t'imagines, tu vois le décalage, parce que tu te rends pas compte de ce qui se passe. Tu vois. Moi, je me souviens d'une année où ils me cherchaient partout. J'étais en expédition en kayak, ils me cherchaient partout. Ils ont fini par me trouver. Ils m'ont dit, Nicolas, il faut que tu viennes. Il y a un avion qui s'est écrasé sur Paris. Tout Paris a explosé, quoi. Oh. Putain, je rentre, tu vois, on fonce, je regarde aux infos. Et c'était, je ne sais plus quel zinc qui s'était écrasé. Je crois, c'était pas un Concorde qui s'était écrasé en partant de Roissy, voilà. Bon, malheureusement, il y a eu des morts, hein, mais voilà. Mais c'était pas sur Paris et tout Paris n'avait pas explosé, quoi. Ok. Et ma toute dernière question, qui était à la base ma première, c'était puisque il voit un peu tous les animaux qu'il convoite, un peu une forme d'esprit de réincarnation. Il me semblait que tu parlais ça pouvait être des humains. Du coup, est-ce que le fait d'en chasser, est-ce que c'est pas comme s'ils sacrifiaient leurs homologues? Oui, en fait, pour eux, oui, j'ai peut-être pas bien expliqué. Pour eux, c'est la chasse. Tu vois, c'est pas comme ici où ils élèvent des perdrix, ils lui niquent les ailes et puis après ils les balancent dans un champ et tu tires dessus au fusil. Eux, tu pars sur la banquise. Et voilà, tu te dis pas, je vais chasser l'ours, je vais chasser le phoque ou quoi. Tu pars sur la banquise. Et puis si tu vois des phoques, ça veut dire que le phoque se donne à toi.
Donc c'est une chasse d'opportunité. Donc ils ont jamais, pour eux, c'est toujours dès qu'il y a un animal qui est tué, premier truc, c'est qu'ils lui mettent un bout de glace dans la bouche pour qu'il aille au paradis, qu'il n'ait pas soif, et ils le caressent en lui disant Krouyanak, en le remerciant. Donc pour eux, à chaque fois, c'est l'animal qui se donne. Donc ils n'ont pas cette sensation de tuer l'un des leurs, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Vous avez terminé sur le fait de poser des balises sur les narvals. Comment ils font pour les attraper sans les blesser, pour poser les balises sur eux? En fait, on essaye plein de techniques pour essayer de suivre des espèces non humaines pour les observer, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué dans le milieu naturel. Donc la méthode la plus classique, c'est de faire des observations visuelles. Donc là, le drone, par exemple, nous, le drone, on utilise le drone depuis les années 2014-2015. Ça nous change la vie, en tout cas pour des espèces de surface comme là. Parce qu'on a les nombres d'individus, on a leur comportement, on a leur interaction, on a les positions dans le groupe, etc. Les petits, les jeunes, les femelles mâles, etc. Donc on a plein d'informations. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et donc, on a d'autres méthodes complémentaires. Donc l'acoustique en fait partie. Le problème de l'acoustique, c'est qu'on n'est pas très mobile, quoi. Et donc, eux sont très mobiles. Et du coup, très vite, les cétacés partent. Et du coup, c'est compliqué. Moi, j'étais très content quand j'étais jeune. Je faisais des enregistrements de baleines à bosse de 1 heure, parce que les chants durent 20 minutes. Et je faisais des enregistrements d'1 heure et je disais, ouais, putain, tu vois, moi, je fais des enregistrements d'1 heure, etc. Okay. Sauf qu'une heure, une baleine à bosse, ça vit 100 ans, tu vois. Donc de l'observer pendant 1 heure, pendant 100 ans, je ne suis pas trop sûr maintenant, convaincu de ce que je vais pouvoir en déduire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le problème qui va se poser, c'est de savoir comment on fait pour les suivre tous les jours. Et la méthode qui est aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, parce qu'on développe quand même pas mal de gadgets, mais aujourd'hui, c'est de poser directement des petites balises qui ont plusieurs capteurs, et on les ventouse sur le dos du cétacé, quoi. Et il part avec. Voilà. Mais vous les et on les approchez? récupère au bout de... Ça dépend. Pour moi, je fais les baleines à bosse comme ça. On a des caméras, hydrophones, capteurs de température, capteurs de pression, accéléromètre. Et on les récupère au bout de entre 4 heures et 10 heures. Ça dépend de comment ça a été ventousé. Et du coup, c'est juste en s'approchant assez près, vous arrivez à ventouser sur l'animal? On arrive. Alors, c'est intéressant parce que on a développé une technique, on est peut-être les seuls au monde à la faire, ça s'appelle la technique Peace and Love. C'est-à-dire qu'en fait, on s'approche très très discrètement et très facilement du cétacé, et on a une perche qui doit faire peut-être 2 mètres, 2 mètres 50 de long, et on va le fouetter gentiment pour pouvoir déposer la balise. Et du coup, interaction minimale, en tous les cas, le moins stressante possible, quoi. Il y a une autre question. Merci pour votre présentation. Et on a les cétacés qui se filment entre eux, et ça, je peux te dire qu'ils adorent. Du coup, merci de cette présentation. J'avais une question par rapport au Groenland. C'est quoi leur relation avec les plus gros cétacés comme les baleines? Et je ne sais pas si dans le village, il y en a qui passent à côté. Parce que du coup, j'imagine peut-être qu'ils les chassent pas en petit kayak. Ou je ne sais pas du coup c'est quoi. Alors, les plus grosses baleines, tu veux dire les baleines à bosse, baleines franches, baleines boréales? Ouais. En fait, ils ont plus de mal à les chasser. Parce que, alors en fait, c'est beaucoup la relation qu'ils ont eue beaucoup avec ces baleines-là, c'est avec les baleiniers, tu vois, 17e, 18e, 19e qui venaient au Groenland. Les baleiniers, pour aller vite, ils chassaient la baleine, la balançaient sur la plage et demandaient aux Groenlandais de la découper. Mais eux, en soi, ils chassent peu. Alors, de temps en temps, des baleines grises, par exemple les Yupik en Alaska, en Chukotka, les Tchouktches vont chasser de la baleine grise ou de la baleine franche. Mais c'est quand même des animaux très difficiles. Tu vois, un kayak, déjà un narval, un beluga, c'est compliqué. Mais ces grosses baleines, Kripokrak et tout ça, là, la baleine à bosse, c'est compliqué. Il y a une seule baleine, je ne sais pas pourquoi exactement. Je pense que c'est une histoire de compétition avec le phoque, c'est l'orque. Alors il y a très peu d'orques d'abord qui arrivent assez haut en latitude comme ça. Mais eux, c'est peut-être le seul animal qu'ils ne mangent pas.
qu'il y a une autre question. Ah, leur relation spirituelle avec les baleines, c'est pas comme le narval, pas du tout comme le narval, si tu veux. Le narval, c'est vraiment très très spécial, hein. Le narval, c'est vraiment le cœur de la cosmogonie. Avec les baleines à bosse, ça c'est un animal, je dirais, même chose que tu vois le renard, le corbeau, c'est spécial, mais le pétrel, etc. Tu vois, c'est pas plus que ça, quoi. Ouais. Quelle est la limite sud de la répartition du narval? Attends, je vais envoyer un message sur Facebook. On peut en voir jusqu'où? Alors, de visu, moi, on en a au niveau de Narsarsuaq. Alors, attends, je regarde. Je triche, je ne connais pas la latitude, mais c'est en dessous du cercle polaire. Mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en dessous, hein. Il y en a très peu, hein. C'est très difficile. Les endroits où on va les voir, c'est vraiment la baie de Melville, Arctic Bay, donc le passage du nord-ouest, un petit peu sur la côte est du Groenland, et c'est tout, hein. Et c'est tout. Mais la limite sud, voilà, c'est en dessous du cercle polaire, je te dirais. Là, je triche honteusement. Vite. Hop. J'ai pas de connexion, d'accord. Tiens, un meuble. Je vais meubler sur la chasse, par exemple. Je voulais simplement rappeler qu'en France, on tue quand même entre 2000 et 10 000 dauphins par an, quoi. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes logiques que d'autres qui le font un petit peu moins de façon systématique, quoi. 60 degrés nord. Ok, ben on va y aller avec Oceanopolis, donc on vous tiendra au courant, quoi. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? S'il y a une dernière question, une. Non, le jeune homme avait été le premier à lever la main. Bonsoir. Je me demandais comment vous avez fait pour apprendre une langue qui est parlée par quelques milliers de personnes. Alors, j'ai fait un truc totalement incroyable. Je suis allé à l'école. Non, je suis allé à l'école avec les enfants, si tu veux, une petite table, là. Et j'ai appris avec les gamins, et j'ai appris sur le tas, parce qu'en fait, il n'y a pas de cours. Et les cours en danois, il y a plein d'erreurs. Mais en fait, pour le français, pour un français, ça s'apprend assez bien, assez facilement. Les prononciations ne sont pas trop difficiles. Les Danois ont beaucoup de mal à prononcer. Il y a deux sons très particuliers au Groenland, par exemple, qui a là, le kr, kruyanak. En fait, on y arrive bien. Et l'autre, c'est le chle, comme dans de rien, par exemple, ichlichlu. Voilà, ichlichlu. Mais ça se prononce, ça se fait assez bien. Et en fait, oui, voilà, en allant à l'école et puis après en discutant beaucoup avec les gens, c'est une très très belle langue et qui t'apprend énormément de choses, hein, tu vois. Par exemple, nous, on a beluga. Donc, beluga et narval, c'est deux choses. Pour eux, c'est krilaluaq, la même racine, krilaluaq. Et après, derrière, tu mets krenertok, noir, pour le narval, krakortok, blanc, pour le beluga. Et c'est la même espèce. Et d'ailleurs, au niveau de la bête disco, donc au-delà du cercle polaire, je crois que c'est la bête disco, ça doit être à 68 nord, il y a des hybrides, beluga et narval, ils appellent ça des nerluga. Voilà. Donc vous êtes arrivé là-bas avec aucune connaissance sur leur langue? Ah ouais, rien du tout. Ouais, je ne connaissais rien. Et en fait, bah, tu apprends après. Hein, voilà. Et puis quand tu n'as pas le choix, surtout tu apprends. Merci à tous les deux pour cet échange et cette conférence. Ben, merci à vous pour votre accueil. Et puis on est encore là si vous avez des questions. Merci. Merci.